Le romance d'Abélard et Héloïse. L'arrivée du philosophe. Paris, 1115, les premières lueurs de l'aube caressent les pierres de la cathédrale Notre-Dame en construction, tandis que la ville s'éveille doucement à une journée qui changera le cours de deux destins. Le soleil d'automne se levait paresseusement sur Paris, ses rayons dorés glissant le long des murs de pierre calcaire qui bordaient les ruelles tortueuses du quartier latin. L'air frais du matin était chargé des parfums familiers de la ville médiévale, le pain frais des boulangers, l'encens des églises voisines, et cette odeur caractéristique des feuilles mortes qui tapissaient les rues étroites. Pierre Abélard ajusta sa robe de maître, un vêtement sobre mais élégant qui seyait à sa position de philosophe respecté. À 36 ans, il était au sommet de sa gloire intellectuelle. Ses cours à la cathédrale Notre-Dame attiraient des étudiants venus de tous les coins d'Europe, fascinés par sa maîtrise de la dialectique et son éloquence légendaire. Ce matin-là, pourtant, ses pas le menaient vers une destination différente, la demeure du chanoine Fulbert, où l'attendait sa nouvelle élève. Les premiers marchands installaient leurs étals, et quelques étudiants matinaux, reconnaissant leur maître, s'inclinèrent respectueusement sur son passage. « Maître Abélard » murmurait-il avec déférence, tandis qu'il traversait la place du Parvis. Le philosophe leur répondait d'un hochement de tête distant, son esprit déjà occupé par la tâche qui l'attendait. La maison du chanoine Fulbert se dressait fièrement dans une rue adjacente à la cathédrale, son architecture austère reflétant le statut ecclésiastique de son propriétaire. Abélard s'arrêta un instant devant la porte massive en chêne, observant les détails sculptés qui l'ornaient. Des scènes bibliques y étaient représentées avec une précision remarquable, témoignant de la richesse et du goût de son commanditaire. Il frappa 3 coups mesurés, et le son résonna dans la cour intérieure. Quelques instants plus tard, une servante d'âge mûr, qui se présenterait plus tard comme Marie, lui ouvrit la porte. Son regard scrutateur semblait le jauger, comme si elle pressentait déjà l'importance de ce moment. « Maître Abélard, dit-elle en s'inclinant légèrement, le chanoine Fulbert vous attend dans son étude. Permettez-moi de vous y conduire. » Il la suivit à travers un dédale de couloirs aux murs tapissés, où des tableaux religieux alternaient avec des tapisseries aux motifs géométriques complexes. L'intérieur de la demeure respirait la culture et la piété, 2 valeurs chères au cœur d'Abélard. Le chanoine Fulbert l'attendait dans une pièce baignée de lumière. C'était un homme de petite taille, aux yeux vifs et intelligents, dont la calvitie naissante était partiellement dissimulée par une calotte de velours noir. Il se leva à l'entrée d'Abélard, un sourire chaleureux aux lèvres. « Ah, maître Abélard! Quelle joie de vous accueillir dans ma modeste demeure » s'exclama Fulbert en s'avançant pour lui serrer la main. « Votre réputation vous précède, et je ne vous cache pas que c'est un grand honneur de vous confier l'éducation de ma nièce. » Abélard inclina respectueusement la tête. « L'honneur est partagé, chanoine Fulbert. J'ai entendu parler des remarquables dispositions de votre nièce pour les études. Héloïse est en effet une jeune personne exceptionnelle, répondit Fulbert avec une fierté évidente dans la voix. Elle maîtrise déjà le latin et le grec, et sa soif de connaissance est insatiable. Mais je vous en prie, suivez-moi jusqu'à la bibliothèque. Elle vous y attend. » Ils traversèrent encore plusieurs pièces avant d'arriver devant une porte en bois sculptée. Fulbert l'ouvrit doucement, révélant une vaste bibliothèque dont les murs étaient entièrement recouverts d'étagères croulant sous le poids des manuscrits et des codex. L'odeur du parchemin et de l'encre emplissait l'air, créant une atmosphère familière et réconfortante pour le philosophe. C'est alors qu'il la vit. Héloïse se tenait devant une haute fenêtre en ogive, absorbée dans la lecture d'un épais volume qu'elle tenait entre ses mains fines. La lumière du matin créait un halo autour de sa silhouette, illuminant ses longs cheveux auburn qui cascadaient librement dans son dos. À leur entrée, elle leva les yeux de son livre, et Abélard sentit son cœur manquer un battement. Ce n'était pas tant sa beauté qui le frappa, bien qu'elle fût indéniable, mais l'intelligence vive qui brillait dans ses yeux verts. Son regard était direct, curieux, presque provoquant dans son intensité. Elle ne baissa pas les yeux comme l'aurait fait toute autre jeune fille de 17 ans face à un maître réputé. « Maître Abélard, dit-elle d'une voix claire et assurée, je vous souhaite la bienvenue. J'ai lu vos écrits sur la dialectique avec le plus grand intérêt. » Abélard haussa un sourcil, agréablement surpris. « Vraiment ? Et qu'en avez-vous pensé ?» Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Héloïse. « Votre argumentation sur les universaux est fascinante, mais permettez-moi de vous dire que j'ai quelques objections à vous soumettre, particulièrement concernant votre position sur le nominalisme. » Fulbert laissa échapper un petit rire. « Je vous avais prévenu, maître Abélard. Héloïse n'est pas une élève ordinaire. » « Je le constate, répondit Abélard, dissimulant sa stupéfaction derrière un sourire poli. « Et quelles sont donc ces objections,
mademoiselle. Héloïse reposa soigneusement son livre sur une table proche et s'avança vers eux. Sa démarche était gracieuse mais déterminée, celle d'une personne habituée à naviguer dans le monde des idées avec assurance. Eh bien, commença-t-elle, lorsque vous affirmez que les universaux ne sont que des mots, des flatus voci comme vous les appelez, ne risquez-vous pas de réduire toute la réalité à de simples constructions linguistiques? Comment expliquez-vous alors la permanence des concepts à travers les âges et les cultures? Abélard sentit une étincelle d'excitation intellectuelle qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Cette jeune femme n'était pas seulement belle, elle était brillante. Son esprit vif et sa capacité à formuler des questions pertinentes le fascinaient déjà. Une question fort pertinente, répondit-il en s'asseyant dans l'un des fauteuils de cuir qui meublaient la bibliothèque. Peut-être pourrions-nous commencer notre première leçon par cette discussion? Fulbert, sentant que le moment était venu de les laisser à leur débat philosophique, s'excusa poliment. Je vous laisse à vos études. Maître Abélard, vous êtes ici chez vous. Marie vous apportera des rafraîchissements dans un moment. Alors que la porte se refermait doucement derrière le chanoine, Héloïse prit place dans le fauteuil face à Abélard. La lumière du matin jouait dans ses cheveux, créant des reflets dorés qui captivaient le regard du philosophe malgré lui. Vous soulevez un point intéressant, reprit Abélard, s'efforçant de maintenir son attention sur le débat philosophique. Mais permettez-moi de vous retourner la question, comment les réalistes expliquent-ils la multiplicité des interprétations d'un même concept universel? Les yeux d'Héloïse s'illuminèrent à cette question, et elle se pencha légèrement en avant, passionnée par le débat. N'est-ce pas justement la preuve de l'existence d'une réalité sous-jacente que nous approchons tous différemment, comme les aveugles de la parabole touchant différentes parties de l'éléphant? La matinée s'écoula ainsi, dans un échange intellectuel stimulant qui fit oublier à Abélard le passage du temps. Il découvrit en Héloïse une interlocutrice à la hauteur de son intelligence, capable non seulement de suivre ses raisonnements les plus complexes mais aussi de les remettre en question avec pertinence. Lorsque les cloches de Notre-Dame sonnèrent midi, les surprenant tous deux, ils réalisèrent qu'ils avaient passé des heures à débattre sans voir le temps passer. Marie était venue et repartie plusieurs fois, déposant silencieusement des rafraîchissements qu'ils avaient à peine touchés, trop absorbés par leur discussion. Le temps a filé comme une flèche, remarqua Héloïse avec un sourire. J'ai l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. En effet, acquiesça Abélard, conscient d'une étrange réticence à mettre fin à cette première leçon. Mais nous aurons d'autres occasions d'approfondir ces questions. Pour demain, je vous suggère de lire le traité de Boès sur les universaux. Nous pourrons ainsi poursuivre notre discussion sur des bases communes. Héloïse se leva gracieusement, ses yeux brillant toujours d'intelligence et de curiosité. Je l'ai déjà lu, maître, mais je le relirai avec grand plaisir à la lumière de notre discussion d'aujourd'hui. Alors qu'Abélard quittait la demeure de Fulbert ce jour-là, il sentait que quelque chose avait changé en lui. L'air semblait plus vif, les couleurs plus éclatantes, et son esprit bouillonnait de questions et d'arguments qu'il avait hâte de partager avec sa nouvelle élève. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette première rencontre marquerait le début d'une des plus grandes histoires d'amour de la littérature médiévale, une passion qui transcenderait les conventions de leur époque et survivrait au siècle, immortalisée dans leurs lettres et dans la mémoire collective. Dans les ruelles de Paris, les cloches continuaient de sonner, indifférentes au destin qui venait de se mettre en marche dans la bibliothèque du chanoine Fulbert, un destin qui allait unir à jamais les noms d'Abélard et d'Héloïse. Les leçons du cœur. Paris, hiver 1115, alors que la neige recouvre les rues de la ville d'un manteau blanc, les cœurs s'échauffent dans la bibliothèque du chanoine Fulbert. Les jours raccourcissaient rapidement en ce début d'hiver parisien. Les vitraux de la demeure du chanoine Fulbert ne laissaient plus filtrer qu'une lumière pâle et froide, mais dans le cabinet d'études, l'atmosphère était tout autre. Un braseron en cuivre diffusait une chaleur douce et régulière, créant un cocon propice à l'étude et aux confidences. Cela faisait maintenant 3 mois qu'Abélard enseignait à Héloïse, et chaque leçon semblait plus intense que la précédente. Ce jour-là, ils étaient penchés sur un manuscrit enluminé contenant les œuvres de Platon, leurs têtes si proches que leur souffle se mêlait dans l'air tiède de la pièce. Voyez-vous, Héloïse, expliquait Abélard, son doigt suivant les lignes du texte, lorsque Platon parle de l'amour dans le banquet, il ne se contente pas de décrire un simple sentiment humain. Il élève l'amour au rang de principe cosmique. Héloïse releva la tête, ses yeux verts brillants d'une lueur particulière. N'est-ce pas fascinant, maître, comme il établit une connexion entre l'amour terrestre et l'élévation de l'âme? Selon lui, l'amour nous pousse à transcender notre condition mortelle. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Abélard fut le premier à détourner les yeux,
conscient du danger que représentaient ces moments d'intimité de plus en plus fréquents. La fidèle Marie, qui veillait toujours discrètement sur leur séance d'études, toussa légèrement en entrant avec un plateau de vin chaud épicé. Son regard perspicace n'avait pas manqué de noter les changements subtils dans l'atmosphère de ses leçons quotidiennes. Le chanoine Fulbert souhaite savoir si vous avez besoin de plus de chandelles, maître Abélard, dit-elle en disposant les gobelets d'étain sur la table. Les jours sont si courts en cette saison. Merci, Marie, répondit Abélard, reconnaissant de cette interruption qui lui permettait de reprendre ses esprits. Celles-ci suffiront. Nous n'étudierons plus très longtemps aujourd'hui. Mais c'était un mensonge, et ils le savaient tous les trois. Comme chaque jour depuis des semaines, ils continueraient jusqu'à ce que les cloches de Notre-Dame sonnent complies, perdus dans leurs discussions qui dérivaient de plus en plus souvent de la philosophie vers la poésie. Ce soir-là, Bernard, un jeune clerc ami d'Abélard, l'attendait à la sortie de la demeure de Fulbert. Son visage grave trahissait son inquiétude. « Pierre, dit-il en prenant le bras de son ami pour l'entraîner dans une ruelle adjacente, nous devons parler. Les rumeurs commencent à circuler dans le quartier latin. » Abélard fronça les sourcils. « Quelle rumeur ? Ne fais pas l'innocent, répondit Bernard en baissant la voix. Tes leçons avec Héloïse durent bien plus longtemps que nécessaire. Les gens parlent, Pierre. Ils disent que tu passes plus de temps à lui enseigner qu'à tous tes autres étudiants réunis. Elle est exceptionnellement douée, se défendit Abélard. Son esprit est. Son esprit, l'interrompit Bernard avec un rire sans joie. Est-ce vraiment son esprit qui te fascine tant? J'ai vu comment tu la regardes, mon ami. Tu joues avec le feu. Fulbert te fait confiance, il t'a ouvert sa maison. Abélard se dégagea brusquement. Tu te méprends, Bernard. Notre relation est purement intellectuelle. Vraiment? Bernard secoua la tête. Alors pourquoi lui as-tu écrit ce poème que j'ai trouvé sur ton bureau? À celle dont les yeux brillent de la lumière de la sagesse? Ne me prends pas pour un imbécile, Pierre. Je te connais depuis trop longtemps. Le philosophe resta silencieux un moment, observant la neige qui commençait à tomber doucement sur Paris. Les flocons dansaient dans la lueur des torchers qui éclairaient la rue, créant un voile mystérieux entre les deux amis. « Que me conseilles-tu de faire » demanda-t-il finalement, sa voix trahissant son trouble. « Trouve-lui un autre précepteur, répondit Bernard sans hésiter. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tes sentiments, ou les siens, ne deviennent impossibles à contrôler. » Mais il était déjà trop tard, et au fond de lui, Abélard le savait. Chaque jour, les regards s'attardaient davantage, les mains se frôlaient plus souvent en tournant les pages des manuscrits. La passion de l'esprit se transformait inexorablement en une autre forme d'amour, plus dangereuse, plus profonde. Le lendemain, malgré les avertissements de Bernard, Abélard retourna chez Fulbert. Comment aurait-il pu en être autrement? Héloïse l'attendait dans la bibliothèque, plus belle que jamais dans sa robe d'hiver couleur prune, ses cheveux tressés avec des rubans d'or. J'ai réfléchi à notre discussion d'hier sur le banquet, dit-elle dès qu'il entra. Ne pensez-vous pas que Platon se trompe en voulant séparer l'amour spirituel de l'amour terrestre? N'est-ce pas justement leur union qui nous élève? Abélard sentit son cœur s'accélérer. Ces questions n'étaient plus seulement philosophiques, ils le savaient tous les deux. Chaque mot prononcé portait maintenant un double sens, chaque silence était chargé de non-dits. L'amour peut-il être un péché quand il élève l'âme, murmura Héloïse, leur visage proche au-dessus du manuscrit. Quand il nous pousse à nous dépasser, à devenir meilleurs. Héloïse. Commença Abélard, mais sa voix se brisa. Marie choisit ce moment pour entrer avec le plateau de midi, son regard désapprobateur glissant sur leur proximité. Elle avait été jeune, elle aussi, et reconnaissait les signes d'un amour naissant. Mais elle savait également les conséquences désastreuses que cette passion pourrait avoir. L'après-midi s'écoula dans une tension croissante. Ils parlèrent d'Aristote, de Saint Augustin, de la nature de l'âme, mais chaque mot semblait chargé d'un sens nouveau, plus profond, plus personnel. Alors que le jour déclinait, Héloïse se leva pour raviver le feu dans le brasero. La lumière des flammes dansait sur son visage, créant des ombres mouvantes qui la rendaient plus belle encore. « Maître, dit-elle doucement, pensez-vous qu'il existe des vérités que la raison ne peut pas expliquer? Des sentiments qui dépassent toute logique ?» Abélard se leva à son tour, conscient qu'ils atteignaient un point de non-retour. La raison est notre guide le plus sûr, Héloïse. Sans elle, nous ne sommes que des créatures guidées par nos passions. Et si nos passions nous guidaient vers une vérité plus haute, répondit-elle en se tournant vers lui.
n'est-ce pas ce que nous enseigne l'amour divin lui-même? Leurs regards se croisèrent, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Dans le silence de la bibliothèque, seul le crépitement du feu témoignait du passage du temps. À l'extérieur, Bernard passait sous les fenêtres de la bibliothèque, observant les ombres qui se découpaient sur les vitraux. Son cœur se serra en voyant ces deux silhouettes si proches. Il connaissait trop bien son ami pour ne pas comprendre ce qui se passait, et trop bien le monde pour ne pas craindre les conséquences. La neige continuait de tomber sur Paris, recouvrant la ville d'un manteau blanc qui semblait vouloir étouffer les bruits, les rumeurs, les passions. Mais sous cette surface immaculée, les cœurs battaient plus fort que jamais, et un amour impossible prenait racine, défiant toutes les conventions de l'époque. Dans la bibliothèque du chanoine Fulbert, Abélard et Héloïse continuaient leur danse délicate entre raison et passion, entre devoir et désir. Leurs mots parlaient de philosophie, mais leur cœur chantait une autre mélodie, plus ancienne, plus dangereuse, plus belle aussi. Marie, qui passait régulièrement devant la porte de la bibliothèque, entendait leur voix s'élever et retomber comme une musique. Elle priait en silence pour ces deux âmes qu'elle voyait s'approcher inexorablement du précipice, tout en sachant que ces prières ne changeraient rien au destin qui se mettait en marche. Quand enfin les cloches sonnèrent l'heure de se séparer, Abélard rassembla ses manuscrits d'une main tremblante. Héloïse l'aida à les ranger, et leurs doigts se touchèrent une dernière fois. « À demain, maître, murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. « À demain, Héloïse, répondit-il, sachant que cette nuit encore, le sommeil le fuirait, hanté par des yeux verts et une voix qui parlait d'amour et de vérité plus haute que la raison. La porte de la bibliothèque se referma doucement derrière lui, mais son cœur resta là, prisonnier volontaire d'une passion qui allait bientôt bouleverser leur vie à jamais. Le prix de la passion. Paris, printemps 1116, alors que la nature s'éveille à la vie nouvelle, les secrets les plus profonds ne peuvent plus être contenus. Le printemps parisien avait éclaté dans toute sa splendeur. Les jardins du cloître de Notre-Dame embaumaient l'air des parfums entêtants des premières fleurs, et les oiseaux revenus de leur migration hivernale emplissaient l'air de leur chant d'amour. Dans ce décor de renouveau, l'amour d'Abélard et d'Héloïse, tout d'abord contenu dans les limites strictes des convenances, débordait maintenant de son lit comme une rivière au printemps. Marie, la fidèle servante d'Héloïse, était devenue malgré elle la gardienne de leurs secrets. Ce matin-là, elle observait sa jeune maîtresse qui, penchée sur son écritoire, rédigeait ce qui était sans doute une nouvelle lettre pour son précepteur. Les doigts d'Héloïse, tachés d'encre, couraient sur le parchemin avec une urgence fébrile. « Mademoiselle, murmura Marie en s'approchant, votre oncle ne va pas tarder à rentrer de la cathédrale. Il serait prudent de... » Encore un instant, Marie, répondit Héloïse sans lever les yeux. « Je dois terminer cette traduction pour maître Abélard. Nous discutons de la nature de l'amour dans les écrits de saint Augustin. » Marie soupira doucement. Ces traductions et ces discussions philosophiques ne trompaient plus personne, du moins pas ceux qui côtoyaient quotidiennement les deux amants. Les regards échangés, les frôlements de mains, les conversations qui se poursuivaient bien après que les chandelles aient commencé à vaciller, tout trahissait une passion qui dépassait largement le cadre de l'enseignement. Dans une ruelle proche, Bernard marchait d'un pas rapide vers la demeure de son ami Abélard. Les rumeurs qui circulaient dans le quartier latin prenaient une tournure de plus en plus inquiétante. Il frappa à la porte de la modeste demeure où le philosophe avait établi ses quartiers. « Pierre, dit-il dès qu'Abélard lui eut ouvert, nous devons parler. La situation devient critique. » Abélard le fit entrer dans son cabinet de travail, une pièce encombrée de manuscrits et de parchemins. L'encrier était encore ouvert, et une lettre à moitié rédigée attendait sur le bureau. « Que se passe-t-il » demanda Abélard, bien qu'il se doutât de la réponse. « Les étudiants parlent, répondit Bernard en baissant la voix. Ils ont composé des chansons sur toi et Héloïse. Elles circulent dans les tavernes, Pierre. Bientôt, elles parviendront aux oreilles de Fulbert. » Abélard se laissa tomber dans son fauteuil, le visage pâle. « Ces chansons, que disent-elles exactement ? » « Elles parlent d'un maître qui enseigne à son élève bien plus que la philosophie, répondit Bernard avec une grimace. « Elles sont explicites, Pierre. Et ce n'est pas tout. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Guillaume de Champeau, ton vieil adversaire, a fait des allusions peu subtiles lors de son dernier cours. Il a parlé de précepteurs qui trahissent la confiance de leurs hôtes. » Pendant ce temps, dans la demeure de Fulbert, Héloïse terminait sa lettre. Marie, qui époussetait les étagères de la bibliothèque, observait sa jeune maîtresse du coin de l'œil. Elle nota la rougeur de ses joues, l'éclat particulier de ses yeux, et sentit son cœur se serrer d'inquiétude.
Mademoiselle, dit-elle doucement, puis-je vous parler franchement? Héloïse leva les yeux de son parchemin, surprise par le ton inhabituel de sa servante. Bien sûr, Marie. Tu sais que j'ai toujours apprécié ta franchise. Je sers votre famille depuis votre naissance, commença Marie en s'approchant. Je vous ai vu grandir, devenir cette jeune femme brillante dont votre oncle est si fier. Mais je dois vous mettre en garde. Cette relation avec Maître Abélard. Marie, l'interrompit Héloïse, je sais ce que tu vas dire. Mais l'amour peut-il être un péché quand il élève l'âme? Quand il nous rapproche de Dieu? Ce n'est pas de Dieu dont je m'inquiète, répondit Marie avec douceur, mais des hommes et de leur jugement. Votre oncle. Elle fut interrompue par un coup frappé à la porte. C'était un messager d'Abélard, un jeune garçon aux joues rouges d'avoir couru. Il tendit un petit parchemin plié à Héloïse, qui le lut rapidement. Son visage changea de couleur. Marie, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai besoin de ton aide. Ce soir, je dois absolument voir Maître Abélard. C'est de la plus haute importance. La vieille servante regarda le visage bouleversé de sa jeune maîtresse et comprit que quelque chose de grave était arrivé. Que se passe-t-il, mon enfant? Héloïse porta une main à son ventre dans un geste instinctif. Je dois lui parler, Marie. Je porte son enfant. Le monde sembla s'arrêter de tourner pendant un instant. Marie sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer contre une table. Sainte Vierge, murmura-t-elle. Depuis combien de temps? 2 mois, je crois, répondit Héloïse dans un souffle. Je n'en étais pas sûr jusqu'à présent, mais maintenant. À cet instant précis, les cloches de Notre-Dame commencèrent à sonner, leur son grave se répandant sur la ville comme un présage. Marie se signa machinalement. Ce soir, dit-elle finalement. Je vous aiderai à le voir ce soir. Mais après, il faudra prendre une décision. Vous ne pourrez pas cacher cela éternellement. Pendant ce temps, Abélard arpentait son cabinet de travail, écoutant les conseils de Bernard. Tu dois l'épouser, disait celui-ci. C'est la seule solution honorable. L'épouser? Abélard eut un rire amer. Et ruiner sa réputation? La mienne? Un maître qui épouse son élève. C'est toujours mieux que ce qui se dira quand la vérité éclatera, répondit Bernard. Et elle éclatera, Pierre. Les secrets de ce genre ne restent jamais longtemps cachés. Le soir tombait sur Paris quand Héloïse, enveloppée dans une cape sombre, quitta la maison de son oncle par une porte dérobée. Marie la suivait comme son ombre, scrutant les ruelles obscures avec méfiance. Elles se dirigèrent vers une petite église où Abélard avait promis de les attendre. Il était là, faisant les 100 pas dans la nef déserte. Quand il vit Héloïse, son visage s'éclaira avant de s'assombrir en notant son expression. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « Pierre, murmura Héloïse, je porte votre enfant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie, qui montait la garde près de la porte, entendit le hoquet de surprise d'Abélard, puis sa voix qui murmurait des mots de réconfort et d'amour. « Nous devons fuir, dit-il finalement. Je connais un lieu en Bretagne, ma terre natale. Nous y serons en sécurité. » Fuir? La voix d'Héloïse tremblait. « Mais mon oncle? » Fulbert ne doit rien savoir pour l'instant, interrompit Abélard. Le temps que nous organisions notre départ. Mais le destin en avait décidé autrement. Au moment même où ils faisaient leur plan, un rival jaloux d'Abélard, qui l'avait suivi depuis sa demeure, courait vers la maison de Fulbert. Le chanoine, qui rentrait tout juste des vêpres, écouta avec une rage croissante le récit de la trahison de son protégé et de sa nièce. La fureur de Fulbert explosa comme un orage de printemps. Il convoqua immédiatement ses serviteurs et ses amis les plus proches. « Retrouvez-les, ordonna-t-il d'une voix tremblante de colère. Ramenez-moi ma nièce, et quant à lui. » Dans l'église, ignorant du drame qui se préparait, Abélard et Héloïse échangeaient leur premier véritable baiser depuis l'annonce de leur secret. Marie, qui les observait avec un mélange de tendresse et d'inquiétude, aperçut soudain des torchers qui s'approchaient dans la rue. « Ils arrivent, murmura-t-elle. Vite, il faut partir. » Mais il était trop tard. Les pas résonnaient déjà sur les pavés de l'église, et la voix de Fulbert retentit dans la nuit, « Héloïse. Abélard. Montrez-vous, traître. » Le chapitre se terminait ainsi, sur cette scène dramatique où le destin semblait se précipiter vers sa conclusion tragique. Les amants se regardèrent une dernière fois, sachant que leur vie ne serait plus jamais la même. Dans les ruelles de Paris,
les dernières lueurs du jour s'éteignaient, laissant la place à une nuit qui promettait d'être la plus longue de leur existence. L'exil et les larmes. Paris, été 1116, la chaleur accablante pèse sur la ville comme le poids des secrets dévoilés et des amours brisés. Le soleil de juillet dardait ses rayons impitoyables sur les murs du couvent d'Argenteuil, où Héloïse avait trouvé refuge. Les pierres grises semblaient absorber la chaleur, transformant les couloirs en fournaise. Dans sa cellule austère, la jeune femme était assise près de la fenêtre étroite, une main posée sur son ventre qui commençait à peine à trahir sa condition. Marie, qui avait obtenu la permission de rester auprès d'elle comme servante, entra doucement dans la pièce avec une cruche d'eau fraîche. « Mademoiselle, dit-elle avec douceur, vous devez boire. Ce n'est pas bon pour l'enfant de rester ainsi sans rien avaler. » Héloïse tourna vers elle un visage pâli par les semaines d'enfermement. « As-tu des nouvelles de lui, Marie ? Bernard a-t-il pu le voir ?» La vieille servante posa la cruche et s'approcha de sa maîtresse. « Bernard est venu ce matin. Maître Abélard est en sécurité, mais il doit se cacher. La fureur de votre oncle ne s'est pas apaisée. Dans les rues de Paris, en effet, la colère du chanoine Fulbert faisait encore trembler ceux qui avaient le malheur de croiser son chemin. Sa rage, loin de s'atténuer avec le temps, semblait au contraire se nourrir des rumeurs et des chansons qui continuaient de circuler sur l'histoire de sa nièce et du philosophe. Bernard, fidèle ami d'Abélard, naviguait dangereusement entre les différents protagonistes de ce drame. Ce jour-là, il se dirigeait vers la modeste chambre où se cachait son ami, dans une auberge des faubourgs de la ville. « Pierre, dit-il en entrant dans la pièce sombre où Abélard se terrait, j'ai vu Héloïse aujourd'hui. » Le philosophe, qui écrivait à la lueur d'une chandelle, releva brusquement la tête. « Comment va-t-elle ? L'enfant ? Elle tient bon, mais la situation ne peut pas durer ainsi. Les religieuses d'Argenteuil la protègent pour l'instant, mais elle pose de plus en plus de questions. » Et Fulbert ? Que dit-il ? Interrompit Abélard, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Il exige une réparation. Le mariage est la seule issue possible, Pierre. C'est la seule façon de sauver l'honneur d'Héloïse et peut-être même ta vie. Abélard se leva et commença à faire les 100 pas dans l'étroite chambre. Le mariage signifierait la fin de ma carrière à l'école cathédrale. Un maître marié. Ta carrière, s'emporta Bernard. Tu penses à ta carrière quand Héloïse porte ton enfant ? Quand sa réputation est déjà en lambeaux ? Le silence qui suivit fut pesant. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnaient nonnes, leur son étouffé par la chaleur de l'été. Pendant ce temps, au couvent d'Argenteuil, Héloïse recevait la visite de l'abbesse, une femme d'âge mûr au visage marqué par les années de prière et de méditation. « Mon enfant, dit-elle en s'asseyant près d'Héloïse, vous ne pouvez pas rester éternellement dans nos murs. Votre condition, elle deviendra bientôt impossible à dissimuler. »« Je sais, ma mère, répondit Héloïse en baissant les yeux. Mais où puis-je aller ? Mon oncle. Votre oncle est un homme d'église, interrompit doucement l'abbesse. Malgré sa colère, il doit comprendre que le pardon est une vertu chrétienne. Et puis, j'ai reçu une lettre ce matin. Elle sortit un parchemin de les plis de sa robe. Maître Abélard propose le mariage. Héloïse sentit son cœur s'arrêter. Le mariage ? Elle qui avait toujours proclamé que l'amour libre était plus noble que les chaînes du mariage ? Elle qui admirait tant l'intelligence et le génie d'Abélard, devrait-elle être celle qui briserait sa carrière ? Non, murmura-t-elle. Je ne peux pas accepter ce sacrifice. Sa réputation, son œuvre. Marie, qui assistait à la scène, intervint avec la liberté que lui donnaient ses années de service. Mademoiselle, pensez à l'enfant. Il aura besoin d'un père, d'un nous. L'après-midi s'étirait, lourd et suffocant, tandis qu'Héloïse pesait le pour et le contre de cette décision impossible. Dans sa cellule, elle écrivit une longue lettre à Abélard. « Mon amour, mon maître, comment pourrais-je accepter d'être celle qui brisera votre carrière ? N'ai-je pas toujours dit que je préférais être votre maîtresse que votre épouse ? L'amour n'est-il pas plus pur quand il est libre de toute contrainte ? » Mais Bernard, en lisant cette lettre qu'il devait porter à son ami, secoua la tête avec découragement. « L'amour libre est un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre, dit-il à Héloïse. Pas maintenant, pas avec cet enfant qui grandit en vous. » Dans son auberge, Abélard reçut la lettre d'Héloïse avec un mélange d'amour et de désespoir. Il comprenait ses arguments, les partageait même en partie, mais la situation exigeait une solution plus conventionnelle. Il écrivit sa réponse d'une main fébrile, « Ma bien-aimée, je sais que tu cherches à me protéger, mais c'est à moi de te protéger maintenant. Notre amour a créé une vie,
et cette vie mérite mieux que l'ombre et les secrets. Accepte ce mariage, je t'en supplie. Nous trouverons un moyen de le garder secret, de préserver ma position à l'école. Les jours passaient, et la situation devenait de plus en plus pressante. Le ventre d'Héloïse s'arrondissait, même si les robes amples du couvent le dissimulaient encore aux regards indiscrets. Marie veillait sur elle comme une mère, tentant de la convaincre d'accepter la proposition d'Abélard. Un soir, alors que le soleil couchant embrasait les vitraux de la chapelle, Héloïse prit enfin sa décision. Elle fit appeler Bernard et lui remit une courte note pour Abélard. « J'accepte, mon amour. Mais que ce mariage reste notre secret, je t'en conjure. » Les préparatifs se firent dans la plus grande discrétion. Bernard organisa une cérémonie à l'aube, dans une petite chapelle des faubourgs. Seuls quelques témoins triés sur le volet seraient présents, Marie, Bernard, et 2 moines de confiance. La veille du mariage, Héloïse quitta le couvent d'Argenteuil sous le couvert de la nuit. Marie l'accompagnait, portant un petit baluchon contenant les maigres possessions de sa maîtresse. Elles se dirigèrent vers une modeste maison que Bernard avait louée pour l'occasion. Cette nuit-là, Héloïse ne dormit pas assise près de la fenêtre, elle regardait les étoiles en caressant son ventre. L'enfant bougeait doucement, comme s'il sentait l'importance du moment. « Mon petit astrolabe, murmura-t-elle, utilisant le nom qu'Abélard et elle avaient choisi, inspiré par leur amour commun de la science. Puisses-tu comprendre un jour les sacrifices faits en ton nom. » À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à peine la brume matinale, une petite procession se dirigea vers la chapelle. Héloïse, vêtue d'une simple robe bleue, marchait entre Marie et Bernard. Son visage, à moitié caché par un voile, ne trahissait aucune émotion. Abélard les attendait déjà dans la chapelle. Quand il vit entrer Héloïse, son cœur se serra. Elle était plus belle que jamais, malgré la fatigue et l'inquiétude qui marquaient ses traits. La cérémonie fut brève, presque austère. Les mots rituels furent prononcés dans le silence de l'aube, troublés seulement par le chant des premiers oiseaux et le bruissement des cierges. Lorsque tout fut terminé, les nouveaux époux se séparèrent immédiatement. Héloïse retourna au couvent d'Argenteuil, où elle resterait jusqu'à la naissance de l'enfant. Abélard reprit le chemin de son école, où il continuerait d'enseigner comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, et ils le savaient. Leur amour, né dans les pages des livres et nourri de discussions philosophiques, devait maintenant affronter la dure réalité du monde. Dans les rues de Paris, alors que la ville s'éveillait à une nouvelle journée, personne ne se doutait que l'une des plus grandes histoires d'amour du Moyen-Âge venait de prendre un tournant décisif. Le soleil montait dans le ciel, impitoyable, promettant une nouvelle journée de chaleur accablante, tandis que 2 cœurs séparés battaient au rythme d'un même amour impossible. Marie, retournant au couvent avec sa maîtresse, serra la main d'Héloïse dans la sienne. « Courage, mon enfant, murmura-t-elle. L'amour trouve toujours son chemin. » Mais dans son cœur, la vieille servante savait que ce n'était que le début d'une nouvelle série d'épreuves. Le chanoine Fulbert n'accepterait pas facilement ce mariage secret, et l'avenir restait incertain comme la brume qui enveloppait encore les tours de Notre-Dame. Les noces amères. Paris, automne 1116, les feuilles dorées tombent des arbres tandis que les secrets deviennent de plus en plus lourds à porter. L'automne était revenu sur Paris, parant les arbres de couleurs flamboyantes. Dans sa cellule du couvent d'Argenteuil, Héloïse regardait par la fenêtre étroite les feuilles qui dansaient dans le vent. Son ventre, maintenant bien arrondi, ne pouvait plus être dissimulé, même sous les plis généreux de sa robe. Marie entra doucement dans la cellule, portant un plateau avec une tisane chaude et quelques fruits. « Comment vous sentez-vous ce matin, madame » demanda-t-elle, utilisant ce nouveau titre avec précaution. « Ne m'appelle pas ainsi, Marie » répondit Héloïse avec un faible sourire. « Je ne suis l'épouse d'Abélard que dans l'ombre et le secret. Même ici, dans ce couvent, seule l'abbesse connaît la vérité. » La vieille servante posa le plateau et s'approcha de sa maîtresse. « L'enfant s'agite-t-il beaucoup » ? « Il ne cesse de bouger, » répondit Héloïse en posant une main sur son ventre. « Comme s'il partageait mon inquiétude. »« As-tu des nouvelles de Pierre » Marie hocha la tête. « Bernard est venu ce matin. Maître Abélard continue d'enseigner à l'école cathédrale, mais les rumeurs persistent. Certains commencent à poser des questions sur votre disparition soudaine. » Pendant ce temps, dans la salle de cours de Notre-Dame, Abélard tentait de maintenir une façade de normalité. Il dissertait sur la logique d'Aristote devant un auditoire attentif, mais son esprit était ailleurs, avec Héloïse et leur enfant à naître. « Maître, » l'interpella un étudiant, « vous semblez distrait aujourd'hui. Est-ce la controverse avec Guillaume de Champeaux qui vous préoccupe »
Abélard se reprit rapidement. La controverse fait partie de la vie intellectuelle, mon ami. Revenons plutôt à notre sujet, la nature des universaux. Après le cours, Bernard attendait son ami dans un coin discret du cloître. Pierre, nous devons parler. La situation devient intenable. Les deux hommes marchèrent jusqu'à un endroit isolé, à l'ombre des contreforts de la cathédrale. Fulbert c'est pour le mariage, annonça Bernard sans préambule. Abélard pâlit. Comment l'a-t-il appris? Les murs ont des oreilles, mon ami. Un des moines qui a assisté à la cérémonie, il a parlé après avoir trop bu dans une taverne. La nouvelle était grave. Le chanoine Fulbert n'était pas homme à accepter facilement ce qu'il considérerait comme une nouvelle trahison. Le mariage secret, loin d'apaiser sa colère, risquait de l'attiser davantage. À Argenteuil, l'abbesse convoqua Héloïse dans ses appartements. C'était une pièce austère mais confortable, où les rayons du soleil d'automne créaient des motifs mouvants sur les murs blanchis à la chaux. « Ma fille, dit-elle avec douceur, votre oncle a envoyé un message au couvent. Il exige de vous voir. » Héloïse sentit son cœur se glacer. « Ma mère, je ne peux pas, dans mon état. » Justement, répondit l'abbesse en posant une main apaisante sur son bras. Votre état est précisément ce qui le préoccupe. Il parle de scandale, de réparation publique. La journée s'écoula dans une atmosphère de tension croissante. Bernard faisait la navette entre Abélard et Héloïse, portant messages et conseils. Le soir venu, une décision fut prise, Héloïse quitterait le couvent cette nuit même. Marie prépara en hâte les quelques affaires de sa maîtresse. « Où irons-nous » demanda-t-elle en pliant soigneusement une robe. « Bernard a trouvé une petite maison près de Saint-Victor, répondit Héloïse. Pierre nous y rejoindra quand il le pourra, sans éveiller les soupçons. » La nuit était tombée quand une petite charrette, conduite par Bernard, s'arrêta devant une porte dérobée du couvent. Héloïse, enveloppée dans une cape sombre, monta avec l'aide de Marie. L'abbesse elle-même vint leur dire adieu, bénissant la jeune femme et l'enfant qu'elle portait. La maison que Bernard avait trouvée était modeste mais propre. Située dans une ruelle tranquille, elle offrait un refuge temporaire aux amants en attendant que la situation s'apaise. Marie s'affaira immédiatement à rendre l'endroit habitable, allumant un feu dans l'âtre et préparant un lit confortable pour Héloïse. Cette nuit-là, alors que Paris dormait sous un ciel étoilé, Abélard réussit à rejoindre sa jeune épouse. Leurs retrouvailles furent à la fois douces et amères. « Mon amour, murmura-t-il en posant une main sur le ventre d'Héloïse, je suis désolé de t'imposer cette vie de secret et de fuite. »« Ne le sois pas, répondit-elle en couvrant sa main de la sienne. N'ai-je pas toujours dit que je préférais être ta maîtresse que ton épouse? Ce mariage secret est peut-être un compromis acceptable. Mais le destin en avait décidé autrement. » Dès le lendemain, des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. Des voisins curieux avaient remarqué l'arrivée nocturne d'une femme enceinte. Les questions se multiplièrent, les regards se firent insistants. Bernard, qui veillait sur la sécurité de ses amis, vint les avertir quelques jours plus tard, Fulbert a des espions dans tout Paris. Il ne tardera pas à vous retrouver ici. La situation devint encore plus complexe quand Guillaume de Champeaux, l'ancien maître et rival d'Abélard, commença à faire des allusions de plus en plus directes dans ses cours. Sans jamais nommer Abélard, il parlait de la déchéance morale de certains maîtres, de la trahison de la confiance, du scandale qui menaçait l'école cathédrale. Les étudiants d'Abélard, fidèles à leur maître, prenaient sa défense avec passion. Des disputes éclataient dans les tavernes, des chansons satiriques circulaient, moquant tantôt Fulbert, tantôt Guillaume de Champeaux. Paris bruissait de rumeurs et de controverses. Un soir, alors qu'Abélard rentrait de son dernier cours, il trouva Héloïse en larmes. Marie tentait de la consoler, mais la jeune femme était inconsolable. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, alarmé. « Une lettre de mon oncle » répondit Héloïse en lui tendant un parchemin froissé. « Il menace de révéler publiquement notre mariage si nous ne faisons pas une déclaration publique nous-mêmes. » Abélard lut la lettre, le visage sombre. Les mots de Fulbert étaient venimeux, pleins d'une rage à peine contenue. Il menaçait non seulement de révéler le mariage, mais aussi de faire circuler des détails intimes sur leur relation, de détruire la réputation d'Abélard auprès de l'Église. « Nous devons quitter Paris, décida Abélard. Ma sœur, en Bretagne, pourra nous accueillir jusqu'à la naissance de l'enfant. » Mais Héloïse secoua la tête. « Non, Pierre. Ta place est ici, à l'école cathédrale. Tu ne peux pas abandonner ton œuvre, tes étudiants. » « Mon œuvre » répéta Abélard avec amertume. «
Que vaut mon œuvre comparée à ta sécurité, à celle de notre enfant? Marie, qui observait la scène en silence, intervint doucement, il y a peut-être une autre solution. L'abbesse d'Argenteuil m'a confié qu'elle serait prête à vous accueillir à nouveau, Héloïse. Mais cette fois, non pas comme pensionnaire, mais comme novice, compléta Héloïse dans un souffle. Tu suggères que je prenne le voile? Temporairement, précisa Marie. Jusqu'à ce que la situation s'apaise, jusqu'à ce que l'enfant soit né et en sécurité. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Abélard regardait sa jeune épouse, si belle dans la lumière mourante du jour. L'idée de la voir revêtir l'habit religieux, même temporairement, lui déchirait le cœur. Ce ne serait qu'une apparence, murmura Héloïse, comme pour se convaincre elle-même. Une protection, rien de plus. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation de ce nouveau subterfuge. Bernard se chargea des arrangements avec l'abbesse d'Argenteuil, tandis que Marie préparait le nécessaire pour le retour d'Héloïse au couvent. La veille de son départ, Héloïse et Abélard passèrent leur dernière soirée ensemble dans la petite maison. Le feu dans l'âtre projetait des ombres d'ensemble sur les murs, créant une atmosphère intime et mélancolique. Je t'écrirai, promit Abélard en caressant les cheveux de sa bien-aimée. Chaque jour, si tu le souhaites. Et je te répondrai, répondit Héloïse, la voix tremblante. Nos lettres seront notre refuge, comme l'ont toujours été les mots entre nous. L'aube les trouva encore éveillés, enlacés, refusant de voir arriver le moment de la séparation. Quand enfin les premières cloches sonnèrent matines, Marie entra doucement dans la chambre. Il est temps, mademoiselle, dit-elle avec douceur. Héloïse se leva lentement, aidée par Abélard. Son ventre proéminent rendait ses mouvements maladroits, mais elle gardait cette grâce naturelle qui l'avait toujours caractérisée. Ce n'est qu'un au revoir, murmura-t-elle en embrassant une dernière fois son époux. Bientôt, nous serons réunis. Mais dans son cœur, comme dans celui d'Abélard, une voix murmurait que rien ne serait plus jamais comme avant. L'automne parisien continuait de faire tomber ses feuilles dorées, indifférent au drame qui se jouait dans cette modeste maison du quartier Saint-Victor. La vengeance de Fulbert. L'hiver de cette année-là s'abattit sur Paris avec une violence inhabituelle. Les eaux de la Seine charriaient des blocs de glace qui s'entrechoquaient dans la nuit avec des craquements sinistres, comme si la rivière elle-même pressentait la tragédie à venir. Dans leur modeste demeure près de Notre-Dame, Abélard et Héloïse vivaient leur amour dans une quiétude précaire, ignorant encore que le destin, tel un chasseur patient, s'apprêtait à frapper. Fulbert, rongé par la rage et l'humiliation, passait ses journées dans l'ombre des ruelles tortueuses du quartier latin. Son visage autrefois jovial s'était transformé en un masque de haine, creusé par des nuits d'insomnie où il ressassait sa vengeance. Les rumeurs qui circulaient dans les tavernes parlaient de ses rencontres avec des hommes peu recommandables, des mercenaires aux mains calleuses et aux regards fuyants. Marie, la fidèle servante d'Héloïse, remarqua la présence de plus en plus fréquente d'ombres suspectes qui rôdaient autour de la maison. Un soir, alors qu'elle revenait du marché, elle surprit une conversation qui la glaça d'effroi. Dans une ruelle sombre, 3 hommes discutaient à voix basse, et le nom d'Abélard fut prononcé avec une malveillance qui ne laissait aucun doute sur leurs intentions. « Maître Abélard, supplia-t-elle le lendemain, je vous en conjure, quittez Paris quelque temps. L'air est lourd de menaces, et le chanoine Fulbert. » Mais Abélard, peut-être par orgueil, peut-être par cette arrogance qui avait fait sa renommée, balaya ses craintes d'un revers de main. Héloïse, elle, sentait l'étau se resserrer. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars où son oncle apparaissait, tantôt vengeur, tantôt démoniaque. « Mon amour, murmurait-elle à Abélard dans leurs moments d'intimité, j'ai peur. Mon oncle n'est pas homme à pardonner une telle offense à son honneur. » Bernard, leur ami fidèle, multipliait les visites, tentant désespérément de convaincre Abélard de prendre des précautions. Il avait même proposé d'organiser leur départ secret vers l'Angleterre, où les universités auraient accueilli le philosophe à bras ouverts. Mais Abélard, convaincu que son mariage secret avec Héloïse suffirait à apaiser la colère de Fulbert une fois révélée, restait sourd à leurs avertissements. La nuit fatidique arriva par une froide soirée de janvier. La neige tombait en flocons serrés, étouffant les bruits de la ville. Héloïse était partie prier à l'église Saint-Méry, accompagnée de Marie. Abélard, resté seul, travaillait à la lueur des chandelles sur son nouveau traité de théologie. Les hommes de Fulbert s'introduisirent dans la maison avec une facilité déconcertante. Ils étaient 4, leurs visages dissimulés sous des capuches sombres. Le premier coup frappé à la porte fut si violent qu'Abélard n'eut pas le temps de réagir. En quelques instants, ils le maîtrisèrent, leurs mains brutales l'immobilisant sur son lit. La suite fut d'une cruauté inimaginable.
Avec une précision chirurgicale qui témoignait d'une préparation minutieuse, ils accomplirent leur sinistre besogne. Les cris d'Abélard résonnèrent dans la nuit, mais la neige étouffa ses appels au secours. Quand ils eurent terminé, ils disparurent comme des ombres, laissant derrière eux un homme brisé, mutilé, privé à jamais de sa virilité. Ce fut Bernard qui le découvrit le premier, alerté par un pressentiment funeste. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Abélard gisait dans son sang, à peine conscient, murmurant le nom d'Héloïse dans son délire. La nouvelle se répandit dans Paris comme une traînée de poudre. Héloïse, rappelée d'urgence, s'effondra en voyant l'état de son époux. Son cri de douleur déchira la nuit parisienne, un hurlement primaire qui portait en lui toute la souffrance du monde. Mon amour, mon maître, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils osé faire à l'homme le plus brillant de notre temps? Marie, témoin impuissante de ce drame, organisa les premiers soins avec l'aide de Bernard. Un médecin juif, réputé pour son art, fut secrètement convoqué. Pendant qu'il soignait Abélard, Héloïse restait prostrée dans la chapelle voisine, alternant prières désespérées et malédictions contre son oncle. La nouvelle de cette atrocité secoua tout le monde intellectuel parisien. Les étudiants d'Abélard, horrifiés, se massèrent devant sa demeure, certains jurant vengeance, d'autres priant pour son rétablissement. Les autorités ecclésiastiques elles-mêmes, pourtant souvent hostiles aux positions théologiques audacieuses d'Abélard, condamnèrent cet acte barbare. Fulbert, quant à lui, s'était volatilisé. Certains dirent qu'il avait trouvé refuge dans un monastère normand, d'autres qu'il avait fui jusqu'en Italie. Sa maison fut mise à sac par des étudiants en colère, et son nom devint synonyme d'infamie dans tout Paris. Les jours qui suivirent furent un calvaire pour les deux amants. Abélard, une fois les premières douleurs physiques apaisées, sombra dans une profonde mélancolie. Comment lui, l'intellectuel brillant, le séducteur admiré, pourrait-il désormais faire face au monde? La honte le submergeait par vagues, alternant avec des accès de rage impuissante. Héloïse ne quittait pas son chevet, essuyant son front fiévreux, lui murmurant des paroles d'amour et de réconfort. Notre amour transcende le corps, répétait-elle. C'est nos âmes qui sont unies, et rien, pas même cette barbarie, ne pourra les séparer. Mais Abélard ne pouvait supporter l'idée qu'elle le voie ainsi diminuer. Dans un moment de lucidité douloureuse, il prit une décision qui allait marquer leur destin. « Tu dois partir, lui dit-il un matin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Entre au couvent d'Argenteuil. Je ne peux plus être ton époux comme je l'ai été. » Héloïse refusa d'abord, se rebellant contre ce qu'elle considérait comme une nouvelle injustice. « Je suis ta femme, protestait-elle, dans la joie comme dans l'épreuve. Laisse-moi rester à tes côtés. » Mais Abélard resta inflexible. Avec l'aide de Bernard, il organisa son propre départ vers l'abbaye de Saint-Denis, où il comptait prendre l'habit monastique. La séparation fut déchirante. Héloïse, contrainte d'accepter la décision de son époux, prit le voile à Argenteuil, emportant avec elle le souvenir de leur amour passionné et le fardeau d'un avenir brisé. Le jour de leur séparation, la neige avait cessé de tomber. Un pâle soleil d'hiver éclairait les tours de Notre-Dame, indifférent au drame qui se jouait dans son ombre. Marie, regardant Héloïse franchir les portes du couvent, puis Abélard disparaître sur la route de Saint-Denis, comprit que se terminait l'un des plus beaux et des plus tragiques chapitres de l'histoire de l'amour. Cette nuit-là, dans leurs cellules respectives, séparées par des lieues de terre gelée, Abélard et Héloïse commencèrent à écrire. Leurs lettres, qui traverseraient les années et les siècles, allaient transformer leur tragédie personnelle en une légende éternelle, témoignage vibrant de la puissance d'un amour que même la plus terrible des vengeances ne put détruire. Ainsi s'acheva cette période de leur vie, mais leur histoire était loin d'être terminée. Car si les hommes de Fulbert avaient pu mutiler le corps d'Abélard, ils n'avaient pu atteindre ce qui faisait la véritable essence de leur amour, leurs esprits brillants et leurs âmes passionnées qui, à travers leurs lettres, continueraient de s'aimer et de se chercher jusqu'à leur dernier souffle. Les lettres de l'âme. Les années s'écoulaient comme l'eau de la Seine sous les ponts de Paris, mais le temps semblait suspendu dans les lettres qu'échangeaient Héloïse et Abélard. Chaque matin, dans sa cellule austère du couvent d'Argenteuil, Héloïse s'éveillait avec la même pensée, peut-être aujourd'hui recevrait-elle une lettre de son bien-aimé. Les rayons du soleil levant traversaient les vitraux de sa fenêtre, projetant des ombres colorées sur le parchemin vierge qui attendait ces mots. Dans le scriptorium silencieux, seul le grattement de sa plume troublait la quiétude monastique. « Mon unique, mon tout » écrivait-elle de son écriture fine et régulière, même sous le voile, « chaque battement de mon cœur t'appartient. Les murs de ce couvent peuvent emprisonner mon corps, mais mon esprit voyage librement vers toi,
portés par les ailes de notre amour et de notre passion pour la connaissance. À Saint-Denis, Abélard recevait ces lettres comme des trésors précieux. Dans sa cellule monacale, il les lisait et les relisait jusqu'à ce que le parchemin devienne fragile sous ses doigts. Chaque mot d'Héloïse ravivait en lui la flamme de leur amour, un amour transformé par la souffrance mais jamais diminué. Il répondait avec la même ferveur, mêlant discussion théologique et élan du cœur. « Ma très chère Héloïse, écrivait-il un soir d'automne, ta dernière lettre sur la nature de la grâce divine m'a profondément ému. Tu démontres encore une fois que ton intellect n'a d'égal que la profondeur de ton âme. Comment pourrais-je ne pas voir dans notre amour la manifestation même de cette grâce dont tu parles? Même séparés, nous continuons à grandir ensemble dans la contemplation du divin et dans notre quête de sagesse. » Leur correspondance devint rapidement légendaire dans les cercles intellectuels de Paris. Bernard, leur fidèle messager, voyait dans ces échanges épistolaires bien plus que de simples lettres d'amour. C'était un dialogue philosophique unique, où la passion de l'esprit se mêlait à celle du cœur. Il prenait soin de chaque missive comme s'il transportait les reliques d'un saint, les dissimulant dans les plis de sa robe de moine pour les protéger des regards indiscrets. Les saisons défilaient, marquées par le rythme de leurs échanges. Au printemps, Héloïse écrivait sur les jardins du couvent qui s'éveillaient, comparant la renaissance de la nature à leur amour qui refleurissait sans cesse. En été, ces lettres parlaient de la chaleur qui rappelait l'ardeur de leurs discussions d'autrefois dans la bibliothèque de Fulbert. L'automne inspirait des réflexions mélancoliques sur le temps qui passe, et l'hiver les poussait à des méditations plus profondes sur la nature de l'âme et de l'amour divin. Une nuit, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Héloïse prit sa plume pour confier à Abélard ses pensées les plus intimes. « Mon amour, les années passées pourtant, chaque fois que je ferme les yeux, je nous revois dans cette bibliothèque où tout a commencé. Te souviens-tu de ce jour où nous débattions de la nature des universaux? Nos mains se sont effleurées sur un manuscrit de Platon, et j'ai su à cet instant que ma vie ne serait plus jamais la même. Aujourd'hui encore, quand je lis tes lettres, je ressens cette même étincelle, cette même passion pour la connaissance qui s'entremêle inexorablement à mon amour pour toi. » Abélard lui répondit avec une égale passion, « Ma très chère Héloïse, ta lettre m'a transporté dans le passé, dans ces moments précieux où nous partagions bien plus que des connaissances. Tu as toujours été mon égal dans la pensée, et maintenant plus que jamais, je mesure la profondeur de ton intelligence et de ta sagesse. » Nos discussions d'alors sur la logique et la théologie n'étaient que le prélude à ces échanges épistolaires qui nourrissent mon âme jour après jour. Les lettres d'Héloïse révélaient une femme exceptionnelle, capable de naviguer entre les plus hautes sphères de la philosophie et les profondeurs de l'amour humain. Elle n'hésitait pas à confronter Abélard sur des points de doctrine, tout en exprimant une passion qui défiait les conventions de leur époque. « Comment puis-je, mon aimé, réconcilier l'amour que je te porte avec mes vœux monastiques? N'est-ce pas toi qui m'as enseigné que la vérité ne craint pas les questionnements? Alors je questionne, je cherche, et dans cette quête, je ne trouve qu'une certitude, mon amour pour toi transcende toutes les catégories, tous les dogmes. » Leurs échanges devinrent un refuge où ils pouvaient être entièrement eux-mêmes, libérés des contraintes de leur état religieux. Abélard y trouvait la force de poursuivre ses travaux théologiques, souvent controversés, tandis qu'Héloïse y puisait l'inspiration pour diriger sa communauté avec sagesse et compassion. Un jour de printemps, elle lui écrivit, « Les jeunes novices me demandent souvent comment concilier l'amour de Dieu avec l'intelligence critique que tu m'as enseignée. Je leur réponds que l'amour véritable, qu'il soit divin ou humain, élève l'âme et aiguise l'esprit. N'est-ce pas ce que notre histoire prouve, mon aimé? Notre amour n'a-t-il pas survécu précisément parce qu'il était ancré dans cette quête commune de vérité? » Les années passant, leur correspondance s'enrichissait de réflexions de plus en plus profondes sur la nature de leur relation unique. Abélard écrivait, « Notre amour, ma très chère Héloïse, s'est transformé comme le vin qui se bonifie avec l'âge. Ce qui était autrefois passion charnelle est devenu une communion des âmes que même l'Église ne peut condamner. N'est-ce pas là le plus grand des miracles? » Bernard, témoin silencieux de cet amour épistolaire, admirait la façon dont leurs lettres tissaient un pont invisible entre leurs deux monastères. Il voyait dans leur correspondance non seulement l'expression d'un amour extraordinaire, mais aussi un témoignage unique de la capacité de l'esprit humain à transcender les obstacles les plus insurmontables. Les lettres s'accumulaient au fil des années, formant un corpus unique dans l'histoire de la littérature médiévale. Chaque missive était soigneusement préservée, recopiée, parfois partagée avec des disciples de confiance qui y voyaient un modèle de l'union parfaite entre l'amour et l'intellect. Héloïse confiait dans une de ses dernières lettres de l'année, « Mon aimé, nos lettres sont devenues notre monastère secret, un lieu où nos âmes se retrouvent librement, loin des contraintes du monde. Chaque mot que tu m'écris est une pierre de cet édifice spirituel que nous avons construit ensemble,
plus durable que toutes les cathédrales de pierre. Et Abélard de lui répondre, ma très chère Héloïse, tu as raison de voir dans notre correspondance un sanctuaire de l'esprit. N'est-ce pas là le véritable miracle de notre amour? Avoir transformé la douleur de la séparation en une œuvre qui nourrira les âmes bien après que nous aurons quitté ce monde? Ainsi, jour après jour, saison après saison, leurs lettres continuaient de tisser cette toile d'amour et de pensée qui allait inspirer des générations de lecteurs. Leur correspondance devint le témoignage vivant d'un amour qui avait su transcender les barrières du temps et de l'espace, prouvant que la véritable union des âmes ne connaît pas de limites. Dans le silence des cloîtres, leurs mots continuaient de résonner, porteurs d'une sagesse née de la souffrance et de l'amour, témoins d'une passion qui avait su se transformer sans jamais s'éteindre. Leurs lettres, précieusement conservées, allaient devenir le symbole éternel d'un amour qui avait su unir les plus hautes aspirations de l'esprit aux élans les plus profonds du cœur. L'éternité promise. Le temps, ce grand sculpteur, avait lentement transformé Paris. La cathédrale Notre-Dame, autrefois inachevée, dressait maintenant fièrement ses tours vers le ciel, témoin silencieux d'une histoire d'amour qui avait traversé les décennies. Dans leurs monastères respectifs, Héloïse et Abélard continuaient leur correspondance, leurs lettres portant la sagesse des années et la constance d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Le printemps de l'année 1142 s'annonçait particulièrement doux. Les amandiers en fleurs parfumaient l'air, et les moineaux recommençaient leurs concerts matinaux dans les jardins du Paraclet, le monastère qu'Héloïse dirigeait avec une sagesse reconnue de tous. Ce matin-là, alors qu'elle méditait dans son bureau, un messager arriva, le visage grave et le pas lourd. Bernard, leur fidèle ami devenu vieux lui aussi, avait fait le voyage depuis Cluny pour lui apporter la nouvelle en personne. Abélard, affaibli par les années de labeur intellectuel et les épreuves de la vie, avait rendu son dernier souffle. Il est parti en paix, murmura Bernard, ces derniers mots furent pour vous, Héloïse. Le choc fut immense, mais Héloïse ne versa pas une larme devant l'assemblée. Son visage, marqué par les années mais toujours empreint de cette beauté particulière que donne l'intelligence, resta impassible. Ce n'est que plus tard, seule dans sa cellule, qu'elle laissa son chagrin s'exprimer, mon unique, mon tout, même la mort ne pourra nous séparer. Avec une détermination qui forçait l'admiration, elle entreprit immédiatement les démarches pour faire transférer le corps d'Abélard au Paraclet. Les lettres volèrent entre son monastère et les autorités ecclésiastiques. Sa plume, autrefois instrument de leur amour, devint l'arme avec laquelle elle combattit la bureaucratie de l'Église pour obtenir ce dernier droit. Les semaines qui suivirent furent intenses. Les routes de France virent passer un cortège solennel, transportant la dépouille du grand philosophe vers sa dernière demeure. Les paysans s'arrêtaient dans leurs champs pour se signer, comprenant qu'ils étaient témoins d'un moment d'histoire. Les cloches des églises sonnaient au passage du convoi, leur mélodie mélancolique résonnant dans les vallées. Au Paraclet, Héloïse avait fait préparer un tombeau digne de celui qui avait été son amour, son maître et son compagnon d'âme. Les meilleurs artisans de la région avaient travaillé jour et nuit pour sculpter la pierre, y gravant des symboles qui parlaient à la fois de l'amour terrestre et de l'amour divin. Les roses et les livres s'entremêlaient dans la pierre, témoignant de cette union unique entre la passion du cœur et celle de l'esprit. Le jour de l'inhumation, le ciel lui-même semblait participer au deuil. Une pluie fine tombait sur l'assemblée venue rendre un dernier hommage à l'un des plus grands penseurs de son temps. Des étudiants venus de toute l'Europe se mêlaient aux moines et aux nobles, unis dans le respect pour cet homme qui avait marqué son époque. Héloïse présida la cérémonie avec une dignité qui impressionna tous les présents. Sa voix, claire et assurée, s'éleva dans le silence de l'église pour prononcer l'éloge funèbre. Abélard n'était pas seulement un brillant philosophe, il était la preuve vivante que l'amour et la raison peuvent coexister, que la passion peut élever l'âme vers les plus hautes sphères de la pensée. Les années qui suivirent furent consacrées à préserver et à transmettre l'héritage d'Abélard. Héloïse, tout en dirigeant son monastère avec une sagesse reconnue, entreprit de rassembler et de faire recopier tous les écrits de son bien-aimé. Elle y ajoutait ses propres commentaires, enrichissant ainsi le corpus philosophique qu'il avait laissé. Les soirées au Paraclet étaient désormais consacrées à l'étude et à la transmission du savoir. Les jeunes novices écoutaient avec attention lorsqu'Héloïse expliquait les subtilités de la pensée d'Abélard, mêlant avec habileté théologie et philosophie. Sa réputation d'érudite attirait des visiteurs de toute l'Europe, venus s'abreuver à cette source de sagesse. Dans le silence de sa cellule, elle continuait d'écrire, non plus des lettres à son amour, mais des réflexions profondes sur leur histoire, sur la nature de l'amour véritable et sur la quête de la connaissance. Ses écrits, empreints d'une sagesse mûrie par les épreuves, circulaient de monastère en monastère, inspirant une nouvelle génération de penseurs. 20 ans passèrent ainsi,
20 années pendant lesquelles Héloïse fut la gardienne fidèle de leur amour et de leur héritage intellectuel. Son visage se ridait, ses cheveux blanchissaient, mais son esprit restait aussi vif qu'au premier jour de ses études avec Abélard. Chaque matin, elle se rendait sur sa tombe, y déposant une rose fraîche et passant quelques moments en contemplation silencieuse. En 1164, sentant sa propre fin approcher, elle rassembla ses forces pour écrire une dernière fois. Cette ultime lettre, adressée aux générations futures, était un testament spirituel où elle expliquait comment l'amour véritable pouvait transcender la mort elle-même. Notre histoire n'est pas simplement celle de deux amants séparés par le destin, elle est la preuve que l'amour, quand il unit véritablement les âmes, devient immortel. Lorsqu'elle s'éteignit, par une douce soirée d'automne, le Paraclet tout entier sembla retenir son souffle. Les cloches sonnèrent d'elles-mêmes, dit-on, et une lumière particulière enveloppa le monastère. Selon ses vœux, elle fut enterrée aux côtés d'Abélard, leurs tombes réunies comme leurs âmes l'avaient toujours été. Les siècles passèrent, et l'histoire d'Héloïse et Abélard ne cessa de fasciner les esprits. Leur sépulture, transférée au cimetière du Père-Lachaise à Paris, devint un lieu de pèlerinage pour les amoureux du monde entier. Aujourd'hui encore, des lettres sont déposées sur leurs tombes, témoignages émouvants de la permanence de leur légende. La pierre de leur tombeau s'est patinée sous les caresses de milliers de mains, mais leur histoire reste vivante. Les visiteurs qui s'arrêtent devant le monument peuvent lire l'inscription qui résume leur destin, unis dans l'amour, unis dans la mort, unis pour l'éternité. Les étudiants en philosophie continuent d'étudier les textes d'Abélard, enrichis par les commentaires d'Héloïse. Les amoureux viennent y chercher l'inspiration et l'espoir que l'amour véritable peut survivre à toutes les épreuves. Les poètes y trouvent la source d'une inspiration sans cesse renouvelée. Au fil des saisons, leur tombe reste un témoin silencieux de cet amour qui transcenda le temps. Les roses déposées par les visiteurs se fanent et sont remplacées, dans un cycle sans fin qui rappelle la permanence de leur histoire. Le vent qui souffle entre les pierres du Père-Lachaise semble parfois murmurer leur nom, perpétuant le souvenir de cet amour qui défia les conventions de son époque. Leur histoire continue d'inspirer artistes, écrivains et amoureux, prouvant que certains amours sont véritablement éternels. Dans les universités du monde entier, on étudie encore leurs lettres, témoignages précieux d'une époque où l'amour et la connaissance pouvaient s'unir dans une harmonie parfaite. Ainsi, Héloïse et Abélard reposent ensemble pour l'éternité, leur amour ayant triomphé des obstacles, du temps et de la mort elle-même. Leur histoire reste un phare dans la nuit des temps, rappelant à chacun que l'amour véritable, quand il unit l'esprit et le cœur, devient immortel.